m'appelle Renan, j'ai 34 ans, je suis le CEO et cofondateur d'OSS Ventures, qui est un fonds d'investissement dédié aux startups industrielles. Avant ça, j'ai créé une boîte dans la tech que j'ai eu la chance de revendre à San Francisco, et encore avant ça, j'étais opérationnel, j'ai été patron d'usine, de la planification et des choses comme ça. OSS Ventures, c'est un fonds d'investissement. C'est un fonds d'investissement un peu particulier, à savoir, au lieu d'investir de l'argent dans des boîtes qui existent déjà et qu'on rend grosses, on prend de l'argent et on crée des boîtes à partir de rien, uniquement dans le domaine industriel, et on les amène, ce que nous on appelle de 0 à 1, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils aient un business model, 5, 6, 7 clients, ils font entre un demi-million et 1,5 million de chiffre d'affaires. Sur la partie start-up, il y a une différence de taille qui est justement la taille, à savoir il y en a beaucoup plus, il y a beaucoup plus de capital aux US et aussi en Chine. Alors en Chine c'est fait par le Parti communiste, aux US c'est plutôt fait par des investisseurs privés. C'est en train de rattraper. Aujourd'hui l'écosystème, on va dire de début de tuyau, c'est à peu près structuré. Donc on sait créer des entreprises. Il y a la BPI qui encourage à la création. Pour les faire devenir très grosses, pour faire les Tesla, les SpaceX, les Tencent, les BYD de demain, aujourd'hui on n'a pas encore structuré. L'autre particularité, c'est sur les entrepreneurs, et ça c'est en train de changer à la vitesse de la lumière. Les entrepreneurs européens, jusqu'à il y a encore quelques années, leur rêve ultime c'était d'avoir des gros clients, alors que l'entrepreneur US, son rêve ultime c'était de remplacer le gros client du CAC 40. Et de plus en plus, on voit des entrepreneurs qui veulent remplacer les gros clients du CAC 40, et ça j'aime bien. Si j'avais à dire quelques trucs, ce serait... Le premier, c'est que dans l'industrie, c'est plus dur. C'est comparativement plus dur. Les choses prennent du temps, il y a du physique par rapport à ce qui se passe dans la technologie où tout va très vite et il n'y a que du software. Voilà, ce sera plus dur. En revanche, il y a des qualités et des choses un peu uniques dans le monde de l'industrie qui potentiellement sont vos forces. La première, c'est que vous adressez un marché qui n'est pas du tout adressé. Pour faire vite, les startups industrielles, c'est 0,7% de toutes les startups alors que c'est 25% de l'économie industrielle. La deuxième chose, c'est que vous avez une arme massive qui est le sens. L'industrie, le manufacturing, c'est à la frontière des territoires et les votes extrêmes, pour faire l'actualité. Les enjeux climatiques, les enjeux sociétaux, les enjeux géopolitiques. Donc c'est littéralement au centre du jeu. Le monde est en train de changer à une vitesse incroyable. Les supply chains tendues, la globalisation heureuse, je pense qu'on a tous compris que c'était à peu près fini. Et quand on crée une start-up dans le monde industriel, on est littéralement au milieu de tout ça, au centre de tout ça. Pourquoi est-ce que c'est une force? Parce qu'on pourrait croire que c'est plus compliqué. Certes, c'est plus compliqué, mais les sujets sont beaucoup plus importants. Et quand on a des sujets importants, on est capable de fédérer derrière une vision et donc d'avoir les meilleurs qui, au lieu d'aller prendre beaucoup d'argent pour optimiser des trucs chez les GAFAM et des photos de chats, on va plutôt essayer de changer le monde en faisant des trucs dans la Meuse, quoi. Et deux, mon général, bien évidemment. Tu posais la question de la différence des écosystèmes. Aujourd'hui, quand on regarde l'écosystème US, l'écosystème chinois, il y a des géants qui ont été créés dans les quelques dernières années, qui sont ultra innovants. C'est les Tesla, c'est les SpaceX, c'est les BYD, c'est les Tencent, c'est les Xiaomi, qui tirent l'écosystème et qui permettent à des innovations de vivre. Et à côté, il y a des nouveaux géants qui sont créés tous les jours. Et quand on regarde en France, par exemple, il y a Winesect qui sont en train de révolutionner l'agro et l'agri-food. Et je crois qu'ils vont créer une dizaine, voire une vingtaine d'usines dans les quelques prochaines années. Donc c'est possible de le faire en France, on a juste du retard. Mais on est en train d'y arriver. Une fois qu'on a cette partie de l'écosystème, ça va aussi tirer l'autre partie de l'écosystème qui sont les services pour les industries. Ça ne sera pas tiré par le public. Ça ne sera pas tiré par les grands donneurs d'ordre. Les grands donneurs d'ordre, ils sont très occupés à essayer de rattraper les concurrents dont ils se moquaient il y a encore 4 ans. Coucou Monsieur Tavares. Ça m'étonnerait qu'ils drivent l'innovation plus que les gens qu'ils essayent de rattraper. Bien sûr qu'il faut rester en France. On a les meilleurs ingés du monde. On a des gens qui sont drivés par le sens. Des gens qui veulent le sens, des gens qui veulent changer le monde. Il n'y a pas autant de rêveurs qu'en France. Si vous allez dans Silicon Valley, la moitié des gens qui font de la tech, ils parlent français ou indien. Ils ne parlent pas du tout anglais. Vous avez les meilleurs tech. Le seul truc qu'il va falloir faire, c'est arriver à ne pas prendre les règles du jeu d'hier et dire d'accord à des règles du jeu qui structurellement ont raté la phase des 5-10 dernières années et de créer les règles du jeu de demain. Et c'est pour ça qu'on a besoin de start-upers pour créer ces nouvelles règles du jeu et pour nous faire revenir dans la course. C'est pour ça que par exemple sur le plan 2030 industriel, bien évidemment,
il faut qu'on ait des gens qui bousculent les règles du jeu parce que c'est eux qui vont créer un écosystème fertile pour que demain on ne soit pas déclassé. C'est de ça dont on parle, du déclassement d'un côté et de l'autre côté d'un enjeu écologique, social qu'on n'a probablement jamais vu. Très clairement, si je vous cite 2-3 tendances de fond, sachant que je ne m'improvise pas expert du secteur, et si j'avais 100% de certitude sur ce que je suis en train de vous dire, je mettrais 100% de ce que je vaux pour l'investir dedans. Le premier, c'est que structurellement, la chaîne de valeur de la mobilité est en train de se déplacer de l'objet aux usages et dans un écosystème. Donc, ce que ça veut dire, c'est que structurellement, tout ce qui est borne de recharge, tout ce qui est optimisation de la flotte, tout ce qui est self-driving, tout ce qui est software embarqué, tout ce qui sont les capteurs qui vont autour de la bagnole pour s'assurer qu'on ne parle plus juste de la bagnole et du moteur et de tout ce qui est autour et de tout cet écosystème, c'est structurellement une tendance de fond qui va prendre une très large partie de la chaîne de valeur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, il me semble qu'on a tous compris qu'il y avait un petit sujet écologique et environnemental. Tout ce qui aujourd'hui va dans le sens de diminuer l'empreinte, et quand je dis l'empreinte, c'est carbone, mais c'est aussi le reste. Donc moins d'utilisation de terres rares, moins d'utilisation de l'ensemble des composants, moins de points de friction sur l'empreinte. Aujourd'hui, allez voir un parking à côté d'un stade, il y a 3 fois plus de parking que de stade. C'est une empreinte dans nos villes, dans la géographie de nos villes. Tout ce qui va diminuer l'empreinte va être structurellement gagnant par rapport à tout ce qui l'augmente. Et ça, c'est un ensemble de technologies, mais c'est aussi et beaucoup du design. Si dans une boîte, il y a comparativement plus de designers que de tech, investissez. Et la troisième tendance, qui sera aussi une tendance de fond, c'est une tendance juste à la résilience. C'est-à-dire qu'on a vu le rapport du GIEC, ça n'a pas aidé mon éco-anxiété, ni celle de tous les gens avec qui je travaille. Aujourd'hui, non seulement il va falloir accompagner la transition, mais il va falloir aussi parler résilience. Et donc, c'est quoi la mobilité de résilience? C'est très probablement des choses autour de low-tech ou de mid-tech qu'on n'a pas forcément vu arriver. Ça sera très probablement aussi des modèles hybrides, où on va avoir une fragmentation sur certaines choses qui n'étaient pas fragmentées, les routes, le multimodal. Et ça sera probablement aussi, de façon assez contre-intuitive, de la concentration sur des aspects qui aujourd'hui n'étaient pas concentrés, typiquement les chargeurs. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il va y avoir une explosion de la chaîne de valeur vers plus de résilience, parce que non seulement il va falloir accompagner, transitionner, mais il va falloir être résilient, parce que de toute façon, on va vivre dans un monde, et nos enfants vivront dans un monde qui est structurellement absolument différent de tout ce qu'on a connu. Je ne pense jamais que le match est joué. En revanche, si on regarde aujourd'hui, est-ce qu'il y a besoin de plus d'exécutifs qui font des PowerPoint dans des grands donneurs d'ordre, ou est-ce qu'il y a besoin de plus de gens qui essayent de changer le monde, certes avec un peu moins de moyens, mais avec une liberté d'action et potentiellement un talent qui est beaucoup moins enchaîné? Je sais où je mettrai un billet.